Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons évoquer le succès du livret A, un succès qui ne se dément pas avec les mois, avec les années. À fin juillet 2023, l'encours du livret A, alors pour particuliers et associations, dépasse les 400 milliards d'euros. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce qui explique le succès du livret A avec Marie-Laure Baru-Etherington. Bonjour Marie-Laure Baru-Etherington. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales au sein de la Banque de France. Alors effectivement, on constate que dans un contexte inflationniste, les Françaises et les Français continuent à épargner et que leur épargne est majoritairement dirigée vers des livrets réglementés comme le livret A. Comment est-ce qu'on l'explique? Et déjà, est-ce que ça vous étonne de voir que ces livrets réglementés sont toujours plébiscités aujourd'hui ? Alors vous avez raison de le souligner, l'épargne réglementée est en train de battre des records d'encours. Elle bénéficie de la conjonction de deux choses. D'une part, le fait que le taux d'épargne financière des Français est à un niveau élevé. D'accord. Il est supérieur à sa moyenne de long terme, il est aux alentours de 18% aujourd'hui. Il est même monté à 21% en 2020, ça c'était le fait de la crise sanitaire. Bien sûr. Sa moyenne de long terme, c'est plutôt un peu en dessous de 15%. Et puis, la remontée des taux depuis juillet dernier fait qu'on a assisté à une réallocation, un transfert des dépôts à vue. Donc, cette épargne qui s'était constituée pendant la crise Covid notamment, bien sûr, oui, à des taux d'intérêt extrêmement bas. Je crois que les épargnants avaient vu que ça n'avait pas tellement d'intérêt de commencer avec un livret A qui rapportait à l'époque pas grand-chose. Quand les taux se sont mis à remonter, on rappelle que le livret A est passé en 12 mois de 0,5 à 3%. Bien sûr. Oui. Là, les gens se sont dit, on va arrêter de laisser l'argent dormir à vue. Enfin, en tous les cas, qui ne nous rapporte rien. Même les comptes à vue, l'argent ne dort pas. Bien sûr. Pour les banques. Et voilà. Et on assiste donc à un très gros transfert avec une collecte nette record, quasiment record, l'année dernière. Si on prend le livret A et le LDDS, c'était 45 milliards de collecte nette. Et si on regarde les 7 premiers mois de l'année, on est déjà au-dessus de ça. On est à 47 milliards pour ces deux placements. Alors, donc, on voit un taux d'épargne qui reste très important. Bien sûr. Et donc toujours majoritairement dirigé vers des livrets réglementés? Majoritairement, non. C'est pas le cas. L'épargne réglementée, si on regarde sur l'ensemble de l'épargne financière, c'est 6 000 milliards. On va pas, je vais essayer de ne pas vous donner trop de chiffres. Bien sûr. Oui. Donc 6 000 milliards, l'épargne réglementée, c'est à peu près 900 milliards, en incluant tout, y compris donc le LEP dont on parlera peut-être, mais aussi le compte épargne logement, le PEL, etc. Donc ça fait 15%. Et si on compare, l'assurance vie, c'est 34%. Donc, voilà, par grande classe de placement, l'assurance vie reste majoritaire. Mais la différence entre les deux, c'est que vous avez 55 millions de Français qui ont un livret A, alors que l'assurance vie, ça touche beaucoup moins de monde, ça touche des patrimoines un peu plus élevés. Et donc, oui, le livret A, c'est presque culturel chez les Français. Donc ça veut dire effectivement qu'en termes de volume investi, le livret A est peut-être moins gros que l'assurance vie, mais en termes de nombre de livrets A ouverts, ça reste le premier réflexe aujourd'hui ou presque? Absolument, absolument. Il faut voir aussi que c'est des caractéristiques uniques. D'abord, c'est un très long ancrage dans l'histoire. Le livret A, il a été créé en 1818. D'accord. C'est un produit qui a 205 ans. Alors, les caractéristiques, je pense que tout le monde les connaît, mais c'est quand même utile de le rappeler. C'est un capital garanti par l'État. Il n'y a pas de fiscalité, pas de prélèvements sociaux. Donc, votre rendement, c'est un rendement brut qui est aussi votre rendement net. Et puis, il y a une visibilité, justement, sur ce rendement. Ça n'a pas d'équivalent ailleurs. Il y a surtout un sujet liquidité pour un certain nombre d'épargnants. C'est liquide. C'est tout à fait. C'est complètement liquide. Et puis, c'est quand même le seul placement qui peut être détenu par un bébé. Alors, il y a des questions quand même sur le livret A, le taux qui n'a pas été réaugmenté, ce taux qui reste en dessous de l'inflation aujourd'hui. Avant de rentrer sur ces questions-là, un mot quand même, quand on place son argent sur un livret A, on génère un rendement. Ce rendement est forcément généré par des investissements réalisés avec l'épargne placée sur le livret A. Qu'est-ce qu'on finance quand on met son argent sur un livret A? Alors, le rendement, c'est plutôt l'inverse. La relation est plutôt inverse. C'est-à-dire que on vous verse un rendement qui est, comme vous le savez, fixé semestriellement. Là, on a même annoncé, on pourra peut-être y revenir, donner plus de visibilité encore. Donc ça, c'est la base de départ. Et ce taux-là va servir de référence pour accorder des prêts
Il y a deux types de prêts qui sont accordés. Les ressources collectées par le livret A, elles sont réparties à peu près 60-40. 60% sont versés et sont ensuite utilisés par la Caisse des dépôts pour faire des crédits pour des logements sociaux, politiques de la ville. Et puis, à peu près 40% sont conservés dans les banques, mais elles ont une obligation d'utilisation de ces fonds selon un certain nombre de critères, et notamment, elles doivent les utiliser pour financer des PME, pour financer la transition climatique ou l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est pas forcément très connu. Bien sûr, oui. Et quand on voit, il y a quand même beaucoup à chaque fois qu'on pose la question aux épargnants, ils cherchent de plus en plus des placements qui ont du sens, à donner du sens à leur épargne, à leur placement. On pense l'investissement socialement responsable. C'est un peu comme la prose de Monsieur Jourdain. Quand on a des économies sur le livret A, finalement, une grande partie, c'est de l'investissement responsable qui est fait derrière. Pour bien comprendre le mécanisme du livret A, c'est-à-dire que quand on augmente le taux du livret A à 3%, ça veut dire que les crédits pour les logements sociaux vont eux-mêmes voir leur taux s'élever également. Absolument, puisque c'est la Caisse des dépôts, c'est que le coût de sa ressource lui coûte 3%, et donc elle va prêter au minimum à 3%, en général un peu plus, parce qu'il y a la gestion du risque, il y a les dossiers. Donc c'est vrai que la fixation du taux, et on a pu lire et c'est vrai, qu'avec un taux à 3% en août, c'était plus bas que ce que donnait le résultat mathématique de la formule. Oui, parce qu'il y a une formule mathématique qui permet de déterminer le taux, et ensuite une décision politique qui intervient également. Et la décision, alors, elle est politique dans la mesure où c'est effectivement le ministre des Finances, sur recommandation du gouverneur, qui va prendre la décision. C'est surtout le résultat d'un équilibre économique, et il faut voir les deux faces de cette épargne réglementée, qui est aujourd'hui un système qui est très vertueux, qui est unique en Europe par son ampleur, son encours, et que si d'un côté ça a des tas d'avantages et de bénéfices pour l'épargnant, et on le répète, liquidité, rendement garanti, capital garanti, il faut préserver aussi les intérêts des investisseurs et des emprunteurs derrière qui vont pouvoir, grâce à ces ressources, aller investir dans des projets qui sont absolument vitaux pour notre économie. Parce que c'est vrai qu'on a pu lire que du côté de l'épargnant, 3% était en dessous de l'inflation, et la formule mathématique aurait permis de se rapprocher un petit peu plus du taux d'inflation, donc de perdre un petit peu moins, de voir l'inflation grignoter un peu moins son épargne. Donc c'est pas la seule manière d'aborder le sujet, c'est ce qu'il faut comprendre. Tout à fait, c'est pas la seule manière, on est d'accord. Alors juste aussi pour replacer les choses dans leur contexte, l'encours moyen du livret A, c'est à peu près 6 350 € par livret A. Donc si on avait effectivement permis à ce taux d'aller à 4,1 même, plutôt que 3, ça fait à peu près 65 € en année pleine en plus pour l'épargnant. D'accord. Ouais. De l'autre côté, c'est 1,5 milliard de coûts supplémentaires pour les organismes HLM. Et donc, c'est des dizaines de milliers de logements sociaux qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas rénovés. Et c'est aussi un coût de ressources supplémentaires pour les banques. Et les banques vont nécessairement le répercuter à un moment ou à un autre dans vos taux de crédit immobilier, comme dans les taux qu'elles vont faire pour les PME, pour le financement de l'économie. D'où l'intérêt de bien comprendre effectivement ce dans quoi on investit et ce qu'on finance quand on place sur un livret réglementé ou un autre. Alors il n'y a pas que le livret A, un livret réglementé, il y a d'autres livrets également. Il y a le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire, et le LEP. Alors le LEP qui est lui aussi assez ancien, mais qui revient sur le devant de la scène depuis plus récemment pour le coup. Tout à fait. Oui, le LEP, il date des années 80. 1980. Il a été conçu pour être, comme son nom l'indique, le livret d'épargne populaire. Bien sûr. Il est destiné aux ménages les plus modestes. On peut l'ouvrir et ensuite le détenir sous conditions de ressources. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. En gros, pour parler comme un statisticien, c'est à peu près de l'ordre du premier quintile de revenus. D'accord. Alors, lui, sa formule, c'est le taux d'inflation. C'est la moyenne du taux d'inflation des 6 mois précédents. Donc, il a vocation à protéger complètement le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Son taux était remonté à 6,1% en janvier dernier. Bien sûr. Ouais. La formule l'aurait fait baisser sous 6% en août. D'accord. Et là, à l'inverse du livret A, le gouverneur de la Banque de France, et ce qui a été validé par Bruno Le Maire, a proposé qu'on maintienne à 6% pour
vraiment favoriser favoriser ce placement. Parce que pour les ménages les plus modestes, ça fait une vraie différence. Et puis, avec un objectif, comme vous le disiez, peut-être d'amplifier sa notoriété et de susciter encore des questions et des ouvertures. Bien sûr. L'objectif affiché, c'est d'atteindre d'ici 12 mois 12 millions et demi de LEP. On est aujourd'hui à un peu moins de 10 millions. D'accord. Ouais. Et sachant qu'on a déjà beaucoup progressé, puisque ça a été à peu près plus 3 millions entre 2022 et depuis début 2023. Même question que pour le livret A, qu'est-ce qu'on finance quand on investit sur un LEP ? La même chose. D'accord. Les règles de centralisation sont très proches de celles du livret A et du LDDS, qui pour le coup est le jumeau du livret A. Alors, vous l'avez mentionné, c'est sûr que le sujet de stratégie durable, stratégie responsable revient très régulièrement quand on veut placer son argent. Alors, effectivement, on sait que le livret A finance des logements sociaux ou autres. Est-ce qu'on pourrait imaginer un volet environnement, par exemple, sur un livret A ? Est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur le sujet ? Est-ce que non, ce sera d'autres livrets éventuellement qui pourraient prendre ce rôle ? Alors, on a vu qu'effectivement, le succès de l'épargne réglementée, ça suscite régulièrement des tentations de création de nouveaux livrets à thème. Il y avait eu en son temps le livret Covid. On a entendu parler d'un livret climat jeune, avec même Bien sûr. quelque chose qu'il y a. Et puis, il y avait aussi un livret pour la défense nationale. Bon. Notre point de vue, c'est que la multiplication des livrets, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut mieux que l'allocation des fonds, et c'est le cas, puisse être revue. Ça, c'est tout à fait dans les attributs du Parlement, avec un axe renforcé. On peut décider que ce qui est donné aujourd'hui comme quota minimum Bien pour sûr. la transition énergétique devrait être augmenté. Mais le problème, si vous... Avec des volumes qui augmentent également. Avec des volumes qui augmentent également. Donc ça pourrait effectivement faire sens. Mais... Exactement. Mais par contre, multiplier des livrets, c'est aussi ségréguer les fonds, les répartir. Et encore une fois, la caractéristique de ces livrets étant pour l'épargnant, c'est liquide. Ça veut dire aussi que pour les organismes qui le gèrent, que ce soit les banques, que ce soit la Caisse des dépôts, vous êtes obligé de garder un volant de liquidité. Bien sûr, oui. Vous ne pouvez pas investir 100% des sommes sur des projets à 30 ans, etc. Et donc, l'avantage, quand c'est un gros paquet, vous mutualisez. D'accord, oui, bien sûr. Fonds de garantie. Si vous segmentez des livrets, vous allez avoir in fine, au total, moins d'investissement dans ce que vous voulez, donc, ce que vous visez. Il vaut mieux se poser la question peut-être d'une évolution du livret A ou d'intégration effectivement d'investissements supplémentaires, des priorités, plutôt que d'ouvrir des nouveaux livrets qui viendraient diviser finalement les investissements. Absolument. Un mot peut-être pour finir, il nous reste très peu de temps, on l'a mentionné en début d'émission, donc le livret A au global dépasse les 400 milliards d'euros. Le livret A, c'est les particuliers, mais les associations aussi. Également, oui. Les associations peuvent ouvrir un livret A. Alors elles ont la proportion des associations, c'est entre 15 et 20 milliards suivant le collecte. Les particuliers restent quand même très grosse majorité des épargnants. Et les associations placent en fait leur trésorerie sur des livrets A, c'est ça ? Oui. Tout à fait. Pour aller chercher un peu de rendement et en même temps garder la liquidité. Voilà, elles sont revenues évidemment aussi assez fortement avec l'augmentation des taux au moment où les taux sont passés de quasi 0 à 3%. Merci beaucoup Marie-Laure Baru et Terrington de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la dernière partie de Smart Patrimoine, à savoir l'œil du CGP.